Blanc-Carassac. Bonjour Diane. Bonjour, Quelle période, quelle époque, quel gouvernement. Donc aujourd'hui nous sommes un peu plus nombreux, il y a également Oui, Inès. alors il y a Inès qui s'est rajoutée. Bonsoir Très docteur. gentiment, Bonsoir bienvenue. Diane, bonsoir Manuel, je suis Bienvenue. très honorée, merci beaucoup. Commençons cet entretien par la question brûlante des retraites et la paralysie du pays qui s'ensuit. La France s'enfonce dans l'anarchie et le chaos avec toutes les revendications catégorielles. Les internes en médecine, les infirmières, les cheminots, transporteurs routiers, etc. Qu'en pensez-vous? Et si vous étiez au pouvoir, que feriez-vous pour remettre de l'ordre? Bon, alors le problème incontestablement est complexe. Premièrement, il y a une réalité, c'est que visiblement, il n'y a pas une catégorie de Français, à part peut-être le patronat, qui est content de la situation. Les Français ont de la difficulté à joindre les deux bouts, c'est évident. Et alors, arrive là-dessus le projet du gouvernement, annoncé d'ailleurs dans le programme de Macron, son programme présidentiel, de réformer les retraites. Pourquoi pas? Mais le problème, c'est que toutes ces réformes, finalement, ça aboutit toujours à abaisser les revenus des citoyens. Alors, j'ai entendu les déclarations d'Édouard Philippe l'autre soir. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et c'est amusant la conjonction des choses. Il y a des petits clins d'œil du destin, si on peut dire. J'ai reçu il y a 24 heures un message de quelqu'un que je ne connais pas du tout, qui me suit visiblement, et qui m'envoyait une déclaration de François Fillon, qui remonte à quelques années, et ce correspondant me disait, ben voilà, cette déclaration de Fillon, ça vous donne raison. Et Fillon déclarait carrément que la retraite à points était une arnaque, parce qu'il suffisait de tout doucement faire glisser La valeur du point, bien sûr. et le tour était joué. Et donc, si on peut faire une comparaison, regardez le livret A. Comment le taux de remboursement du livret A a baissé. Comment les gens qui croyaient être plus ou moins garantis à être en livret A ont perdu leur culotte et leur slip. Donc, voilà la situation. Bon. Alors on nous dit, oui, mais il faut faire des économies parce que la situation est telle que... Et puis surtout, il faut obéir aux directives européennes, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Alors, et si on commençait par faire des économies? Économies du train de l'État. J'ai vu dernièrement que Madame Brigitte Macron n'était pas contente parce qu'elle n'avait pas encore reçu son nouveau service de vaisselle, que vous connaissez, puisque c'est vous qui m'avez transmis les photos ignobles, 260 000 €. Est-ce que c'était nécessaire? Donc, dépenses. Les retraites de nos anciens présidents. Les retraites de nos anciens, et de tous les députés, et des députés européens. Hein? Il y a moyen de faire des économies là-dedans. L'immigration. Et puis, voilà, c'est ce que j'allais dire. Et l'immigration. Vous prenez tous ces postes en considération, vous abaissez en ce qui concerne les retraites de nos députés, etc., du président de la République et des anciens présidents de la République avec leur petite retraite dorée, archi-dorée. Vous arrêtez l'immigration, pile, avec retour à la case départ des sans-travail, des sans-papiers, des criminels, avec la smala avec. Ça fera de sacrées économies. Et vous me posiez la question, qu'est-ce que vous feriez si j'étais vous? Je ferais ça, justement. Et au lieu d'essayer de comprimer le budget des Français, de ceux qui travaillent, j'augmenterais leur salaire. C'est ça la solution. Mais là encore, il faut une volonté politique. Et alors de même, quel avenir voyez-vous pour les gilets jaunes?
Eh bien, Manuel, tout à l'heure, enfin, il n'y a pas longtemps, à l'instant, justement, me rappelait un de mes communiqués. Il y en avait un de novembre et un de décembre de l'année dernière. Oui. Au moment où démarraient justement les grosses manifestations des Gilets jaunes. Et j'avais donné un certain nombre de conseils sur la façon d'agir en leur disant que si on ne suivait pas ces conseils, s'ils continuent à vouloir faire des défilés, bloquer les ronds-points, etc., ça ne servirait à rien et que ça arriverait à l'étiolement des manifestations. On en arrive là. On est dans une situation pré-révolutionnaire. Comment passe-t-on d'une jacquerie à une révolution? Taper là où ça fait mal. Exactement, il faut taper là où ça fait mal, il faut mettre en cause directement les responsables de la politique qui nous mène à la ruine. Mais non, c'est pas en défilant bêtement, naïvement. Je sais pas comment il faut dire les choses. Qu'avaient fait les révolutionnaires en 1789? Et vous savez ce que je dis souvent d'ailleurs, une révolution où il n'y a pas de sang n'est pas une révolution. Une révolution veut dire quoi exactement? Revenir à une situation antérieure. Alors, Oui. un accouchement, ça ne se fait pas sans douleur. Certes, mais nous, ce qu'on veut, c'est une contre-révolution. Oui, c'est exactement une contre-révolution. Donc il faut revenir à la situation antérieure, puisque toute la situation que nous voyons, dont tous les Français souffrent, dont nous souffrons tous, découle des faux principes de 1789. Tant qu'on n'aura pas détruit ces principes, on ira de calamité en calamité jusqu'à la disparition de la France si ça continue. Parce que c'est ça qui est voulu. Oui, mais quand vous dites une révolution, c'est revenir à un état antérieur, Oui. c'est plutôt revenir à Oui. inverser toutes les valeurs, Oui. plutôt que de Oui. revenir à un état Il faut antérieur. revenir à... Je ne vais pas plaider pour le retour à l'ancien régime, vous savez très bien ce que j'en dis. Oui. Mais il faut revenir justement à une saine conception de l'État qui était celle de la monarchie avant qu'elle ne commence à divaguer. De toute façon, la République n'est pas une bonne chose, sinon on n'en serait pas à la 5e ou 6e comme Évidemment. C'était quelque chose de pourri au départ. Donc, alors que nous venons de perdre à nouveau 13 soldats au Mali, Macron a invité 5 présidents des pays du Sahel à Pau le 16 décembre. Que pensez de l'utilité de notre engagement au Mali sous couvert de lutte contre Daesh, qui n'existe plus, merci Poutine? Et que pensez-vous de la déclaration sur Twitter de Bernard-Henri Lévy, je cite, que la France fasse le sacrifice de 13 de ses soldats pour défendre le Mali et le monde, c'est son plus noble et tragique labeur. Oui. Bon, alors... Est-ce que vous trouvez pas ça bizarre? Docteur, excusez-moi, justement, hier, Macron a reporté. Oui, mais alors, laissez-moi répondre justement. Voilà. C'était... Bon, alors, puisque vous insistez sur cet aspect-là que Macron a dû reporter, c'est que les chefs d'État, entre parenthèses, traînaient les pieds. Ils n'ont pas du tout apprécié la convocation de Macron. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a été reporté. Bon. Mais pour en revenir au début de votre question, il n'y a pas quelque chose qui vous semble bancal dans cette histoire? On envoie nos troupes se battre au Mali contre Daesh. Mais dans le même temps, la France... Accueil. Non, la France se bat contre les troupes syriennes au bénéfice de qui? De Daesh en Syrie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce double discours? Il n'y a pas une arnaque là? Oui. Hein? Il y a une grosse arnaque. Il y a une grosse arnaque. On sait très bien même, puisqu'on sait que les troupes syriennes, il y a déjà un certain temps, et bon, je pense que toutes les nouvelles ne passent pas, mais en tout cas il y a un certain temps, on sait qu'à 2 reprises, il y a eu des militaires français, dont des officiers, qui ont été faits prisonniers par les troupes syriennes. Et qu'est-ce qui fabriquait ces braves petits soldats français là-bas? Hein? Et ensuite on vient nous dire, ah oui, mais il faut avoir les troupes au Mali pour combattre Daesh. On sait très bien On pourquoi. se moque du monde, on se moque des Français. Et alors là-dessus, Bernard-Henri Lévy,
qui a applaudi le courage de ces bons petits Français qui vont se battre contre Daesh, alors que lui-même soutient justement l'État islamique, puisque c'est une création israélienne. Hein, il faut tout de même rappeler qu'al-Baghdadi, c'est Samuel Elliott, qui est un agent du Mossad. Il faut rappeler. Donc oui, on est en plein mensonge. On est en plein mensonge. Et alors, le Bernard-Henri Lévy, vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine similitude avec un certain Éric Zemmour? On parle Allez les petits Français, Oui. allez vous battre pour nous. C'est très bien. Allez vous battre pour nous. Oui, oui, c'est... Bravo, bravo. Alors pour Israël, mais aussi pour des intérêts industriels et financiers. Mais bien Oui, entendu. pour arriver Du à- coup, ça me fait penser à une phrase de Anatole France qui disait « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels Alors, c'est vrai, évidemment qu'il y a les intérêts industriels, mais il y a aujourd'hui, surtout fondamentalement, des intérêts géopolitiques. Et les intérêts d'Israël, on n'en sort pas. On n'en sort pas. Si Daesh, l'État islamique, a été fondé par un membre de Tzahal, du Mossad, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Et rappelez-vous, j'en ai encore parlé, je crois, l'une ou l'autre conférence ou entretien. Rappelez-vous de l'époque où on nous disait que les Américains et ses alliés bombardaient les positions de Daesh. Et puis on apprenait que ce Daesh s'étendait de plus en plus en Syrie, de plus en plus. Jusqu'au jour où un certain Vladimir Poutine a dit « Bon, maintenant ça suffit ». Et il s'en est chargé. Et tout ce que Daesh avait conquis, ça a commencé à se réduire. Voilà, donc on est en pleine manipulation de l'opinion publique, en plein mensonge. On nous fait croire qu'on se bat contre Daesh alors qu'on n'est plus Daesh. Alors la position, l'engagement des Français, notamment au Mali, je crois aussi qu'il y a des raisons économiques. Je pense qu'il y a des mines d'uranium et des trucs comme ça par là-bas. Hein. Oui, oui. Je souligne ça comme ça en saupoudrant. Oui, aussi, il y en a. D'ailleurs, Youssef Indy a répondu à cette publication de Bernard-Henri Lévy, dont je vais le citer. BHL, le fauteur de guerre, se réjouit toujours de voir les goïms mourir dans des guerres qui ne sont pas les leurs. De la même façon, Zemmour appelle les goïms à s'entretuer dans l'Hexagone. Pour Donc- qui et pourquoi? Donc Zemmour égale BHL, BHL égale Tout à fait. Zemmour. Il y a une symétrie. Même chose. Effectivement. Ah oui, On passe à la question suivante. très bien. Alors, docteur, lors du fameux débat opposant Asselineau à Zemmour sur CNews, ce dernier a affirmé que la question de la souveraineté passe après la question de l'identité. Est-ce impossible de bâtir une identité nationale sans souveraineté? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors ce qui m'amuse, j'ai vu passer l'information d'ailleurs à ce sujet-là, ce qui m'amuse c'est que ce soit un Zemmour qui vienne nous parler d'identité. J'ai besoin d'un petit dessin, non? Non, pas du tout. Effectivement, Vous il a, m'avez compris. Il faut pas oublier que lui... il a un problème avec lui-même, un problème Oui. d'identité avec Alors, lui-même. bon, C'est flagrant. Et puis que lui est français. les deux sont liés, intrinsèquement liés. Il ne peut pas y avoir d'identité sans souveraineté, il ne peut pas y avoir de souveraineté sans identité. Sinon, c'est la société anarchique que nous vivons. C'est l'effondrement. Ah oui. Tout à fait. On passe à autre chose. C'est logique. Oui. Que pensez-vous des annonces selon lesquelles des policiers, des CRS auraient reçu des menaces de mort? Tout est possible, il y a toujours des gens qui se défoulent comme ils peuvent, bêtement, je dirais bêtement, mais ça peut être très bien aussi de la manipulation de la part du ministère de l'Intérieur pour faire peur aux policiers et leur dire, vous voyez, c'est nous qui vous défendons face à ces méchants Français. Donc c'est vraiment la version accusatoire, la police sous les ordres de Castaner et compagnie matraque les Français, leur envoie des flashballs, etc., etc. Mais ce sont les Français qui éventuellement voudraient menacer de pauvres petits policiers qui sont les méchants. La version accusatoire. Donc là, je ne crois pas beaucoup à cette information.
Avez-vous entendu parler d'un biologiste qui enquêtait sur les Ouais. gaz lacrymogènes et qui fut arrêté et mis en garde à vue sans raison? Oui, oui, oui. Bah, la raison, si, bien sûr, bien sûr. La raison, c'est qu'il avait découvert que dans ces gaz lacrymogènes, il y avait des substances très dangereuses pour la santé. Ah. Bah, je dirais presque que c'est une forme d'euthanasie déguisée. À terme, Ça peut se faire. à terme. Donc voilà. Mais on peut c'est pas ça. parler de gaz. Alors, nous sommes, nous dit-on, dans le pays de la liberté. Liberté, égalité, fraternité. Ben voilà, on est arrivé 300 ans, quasiment, après la Révolution dite française. Voilà. On juge un arbre, c'est à ses fruits. Alors, suivant, c'est Delphine. À l'occasion de la destruction de la statue du maréchal Juin, pouvez-vous revenir sur les viols de Monte Cassino? Certainement. Alors c'est amusant parce que c'était début novembre, je crois, j'ai fait un voyage en Italie avec mon épouse. On avait fait la campagne romaine. C'est très joli, il y a plein de belles choses. Et dans une ville, je ne dirais pas le nom de la ville parce que ça pourrait nuire à celui qui a fait ce commentaire, et dans une ville où il y avait un très beau palais, j'aime bien discuter avec les gens et il y avait pas un guide, c'était un surveillant du musée. Et à un moment donné, il me dit que, je sais pas, il parle d'une destruction faite pendant la dernière guerre mondiale. Alors là, évidemment, j'embraye au quart de tour. Je lui dis, oui, et bien entendu, c'était les bombardements anglo-américains. Il me dit, oh oui, signore, ah, les anglo-américains. Et il commence à me parler de Monte Cassino, justement. Alors, ça m'a donné envie d'aller revoir le problème de ce crime, qui a été double, puisqu'à la fois il y a eu la destruction du monastère, donc rasé par l'aviation anglo-américaine. Et puis après, lorsque les troupes sont arrivées, les troupes anglo-américaines sont arrivées, il y avait aussi des petits Français. Et parmi ces petits Français, il y avait des troupes coloniales, composées notamment de Marocains et un peu d'Algériens, qui se sont livrés à des actes absolument inadmissibles de viols, de carnage, etc. Et donc, je ne m'en rappelle plus les chiffres exacts, mais c'est aux alentours de plus de 2000 viols allant de 10 ans à 99 ans. Et de 600 hommes violés aussi. Oui, c'était une boucherie. C'est énorme. Une véritable boucherie. Alors, on Beaucoup va me ont dire, fini mais en psychiatrie. vous attaquez nos troupes coloniales qui sont tout de même battues pour la France, etc. Je dirais, pardon, ce sont des troupes gaullistes. Parce que le recrutement des troupes coloniales françaises qui sont battues valeureusement pour nous, c'était pas les mêmes. Ça, c'était la racaille gaulliste. Dans votre dernier livre paru cet été, Charles de Gaulle de la légende à la réalité, vous avez voulu faire exploser le mythe de Gaulle, grand patriote. Vous insistez beaucoup, entre autres, sur l'assassinat de l'amiral Darlan par le jeune Bonnier de la Chapelle, auquel l'abbé Cordier avait donné sa bénédiction avant le meurtre et lui avait donné l'arme pour le commettre. Pourriez-vous revenir sur cet événement qui fut un tournant de l'histoire ? Oui, ça a été un tournant de l'histoire parce que l'amiral Darlan a été désigné officiellement comme pouvant être le successeur du maréchal Pétain, au cas où le maréchal Pétain n'aurait pas pu continuer. En plus de ça, et je crois que c'est une chose qui m'a beaucoup intéressé de traiter dans ce livre en question justement, parce que ça démontre comment un homme qui part tout à fait à gauche, avec une imprégnation maçonnique dans sa famille, dont il bénéficie au début de sa carrière, quasiment jusqu'au bout d'ailleurs, puisqu'il était nommé à la fin amiral de la flotte, donc c'était le plus haut grade de commandement de la flotte française, qui était très importante à l'époque. Et on voit petit à petit cet homme
qui, devant les événements, se met à évoluer politiquement. Et qui en arrive après cette espèce d'acte innommable de Churchill à Mers-el-Kébir, cette trahison, coulant nos bateaux qui avaient été désarmés du fait des conditions de l'armistice, coulant nos bateaux sans défense, sans capacité de réponse, et auquel Charles de Gaulle s'est associé. C'est pour ça que je dis que c'est un tournant majeur, parce que quand Darlan a vu ça, et la totalité de l'amirauté française était d'accord pour ça, il souhaitait un renversement d'alliance. Et vous qui avez lu mon livre, vous savez très bien ce que j'en dis. S'il y avait eu réellement un renversement d'alliance, la guerre était finie. Ça évitait un certain nombre de centaines de milliers de morts supplémentaires, tous les bombardements contre les populations civiles anglo-américaines encore une fois, et notamment en France. La Méditerranée était fermée pour les Anglais. La Méditerranée, comme je l'ai dit dans mon livre, était fermée pour les Anglais, donc les anglo-saxons, et même probablement les Américains ne seraient pas rentrés en guerre. Donc, c'est un tournant de l'histoire, et nos ennemis savent très bien qui est des leurs ou n'est pas des leurs. Et ils savaient très bien, et j'ai des textes que je cite dans mon livre, justement, d'un Anglais qui dit « Il faut faire sauter Darlan, sinon on n'y arrivera pas », un truc dans ce là. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, alors le comportement de ce prêtre, confessant, poussant au meurtre, et le confessant en lui disant « Tu peux y aller mon gars », etc., et lui donner l'arme, c'est toute l'arnaque de ce petit jeu qui a eu lieu entre De Gaulle et les monarchistes orléanistes, parce que De Gaulle leur a fait miroiter que s'il arrivait au pouvoir, il ferait comme le général Monk en Angleterre, restaurant sur le trône Charles II d'Angleterre après la décapitation de son père par Cromwell. Et les monarchistes légitimistes ont foncé en plein dans le panneau et ont fait tout ce que De Gaulle leur a suggéré de faire. Et donc l'abbé Cordier était un monarchiste. Monarchiste, voilà, il pensait rétablir. Voilà. Bon, donc ça partait quand même voilà. d'une bonne intention. C'est pour ça que mon livre va beaucoup plus loin que certains ne le croient. C'est que beaucoup de choses que je dis, justement, c'est fait pour faire réfléchir comment De Gaulle a été un manipulateur. Ça a été son grand art, ça a été un manipulateur, c'est tout ce qu'il a été. Il a su faire jouer toutes les cordes à son seul bénéfice. Et tous ont été cocus. Les monarchistes, légitimistes ont été cocus. Et le plus beau, c'est que cette affaire-là est retombée sur le dos du comte de Paris. Il s'est défendu d'avoir été à l'origine de l'affaire, et je le crois. Tout ça, ça a été une manipulation entre crétins de monarchistes orléanistes manipulés par De Gaulle. Emmanuel Macron, le coquelet élyséen, comme vous l'appelez, a fait plusieurs déclarations en faveur de la Russie de Poutine. Ouais. Comment expliquez-vous cette évolution ? Eh bien, je viens de parler de Gaulle à l'instant. Ben, c'est la même chose. Vous n'expliquez De Gaulle que par la vanité blessée. Alors on nous dit, ah oui, mais De Gaulle s'est opposé aux Anglais et aux Américains. Mais parce qu'ils l'ont vexé. Macron aujourd'hui essaye de faire ami avec Poutine parce qu'il a été vexé par Trump. Et j'ai encore vu tout dernièrement que Trump le traitait d'emmerdeur. Oui. Alors vous comprenez l'amour propre du coq collé. Il était vexé. Et du coup, il va faire ami avec Poutine. Pour ça. De toute façon, Poutine l'utilisera tant qu'il peut, jusqu'où il peut. L'objectif de Poutine, c'est de faire sauter l'Europe pour attirer les morceaux à lui. Il a raison. Il a raison. Tout à fait. Alors, interrogé par les députés sur la reconstruction de la flèche de la cathédrale Notre-Dame, le général Georges Lain s'est montré abrupt avec Philippe Villeneuve, l'architecte en chef
des monuments historiques qui souhaitaient sa reconstruction à l'identique. Alors il a dit, je le cite, « Je lui ai déjà expliqué plusieurs fois et je lui redirai qu'il ferme sa gueule et nous avancerons en sagesse pour que nous puissions sereinement faire le meilleur choix pour Notre-Dame, pour Paris et pour le monde. » Souhaitez-vous réagir peut-être au dire de cette personne? Bien sûr, ben, je crois que j'en ai déjà parlé, non? Il me semble Dans la que j'en ai politique parlé. seulement. Ou dans la politique simplement. Alors, Georges Alain, j'avais déjà mis en garde contre lui. Et notamment, il y a déjà longtemps que j'avais mis en garde contre lui parce qu'il a eu un drôle de rôle dans l'affaire de Boaké en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Non? Non. Si. Il y avait eu à un moment donné, ça fait partie de la pénétration israélienne en Afrique. Et à un moment donné, on apprend que l'aviation de Côte d'Ivoire avait bombardé des troupes françaises en Côte d'Ivoire. Le problème, c'est qu'on a appris aussi que ces avions avaient été guidés par des conseillers israéliens sur place. Bon, ça a fait quelques morts côté français, et l'affaire a été étouffée à l'époque par Michel Alliot-Marie, sous les ordres de Sarkozy. Alors, pour en revenir à l'histoire de Georges Alain, pour ça que déjà le Georges Alain, je l'avais déjà dans une petite case de ma tête. Georges Alain, rappelez-vous, c'est celui qui a été nommé par Macron tout de suite après l'incendie de Notre-Dame, et j'en ai parlé, je pense que c'est dans ma conférence de juin dernier. Oui. C'est dans... Oui. Où justement Georges Alain a été chargé de surveiller le déroulement des travaux, en vue de quoi? De reconstruction de Notre-Dame, qu'avait dit Macron. En fonction de l'évolution du monde. Et rappelez-vous ce que j'avais dit, je crois que c'était lors de l'entretien ou d'une conférence, je ne sais plus. Évolution du monde. Quelle est l'évolution du monde aujourd'hui, sinon satanique? Donc c'est ça qui est en jeu. Alors, ce glorieux militaire de Georges Alain qui dit à ce brave responsable architecte de Notre-Dame, tu fermes ta gueule. Ben non. Ni lui, ni Villeneuve, je pense, ni nous en tout cas, nous n'allons fermer notre gueule. Et au contraire. Même au sein de sa phrase, il y a une contradiction, parce que pour que nous puissions sereinement faire Oui. le meilleur choix, comment on peut être serein quand on vient de se faire dire ferme ta gueule, quoi. Non, mais sereinement, ça veut dire vous nous foutez la paix de façon à ce qu'on fasse ce qu'on veut faire, c'est-à-dire construire Notre-Dame à notre façon. C'est ça que ça veut dire. Il suffit de voir les projets qui ont été retenus. La quasi-totalité des projets retenus, on voit la flèche reconstruite, pas à l'identique, mais encore plus grande, plus haute, mais d'une forme, bon, on va encore dire qu'on va dénicher des francs-maçons ou des juifs, mais bon, bref, en forme de pyramide, la plupart en forme de pyramide. J'ai retrouvé un plan où il y a Notre-Dame sans toit. Ils appellent ça la promenade des touristes ou quelque chose dans le genre. Tout à fait. Ils veulent faire des boutiques commerciales autour. Oui, et au milieu, il y a souvent la flèche est toujours là. Il faut rappeler le communiqué de la Loge nationale. La Grande Loge nationale française, où ils disent que la flèche nous guide à nouveau. Et c'est ça qui nous met la puce à l'oreille. Pourquoi les francs-maçons parlent-ils de la flèche? Et c'est là que j'ai découvert la photo du symbole maçonnique qui était au pied oui, parce que paraît-il que... Mince, comment s'appelle-t-il, celui qui avait fait la flèche Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc. Viollet-le-Duc était franc-maçon. Exactement. Exactement. Non, mais il y a toute une entreprise là-dedans pour essayer de modifier la signification de Notre-Dame, ça c'est évident. Donc affaire à suivre. Emmanuel Macron a refusé de recevoir le collectif Marchons Enfants suite à la manifestation monstre contre la loi dite de bioéthique. Un commentaire? Je croyais qu'il était le président de tous les Français. Ben, là encore, il se révèle. Il se révèle. Pour lui, le catholicisme, c'est l'ennemi. Ce qu'il veut, c'est transformer la société dans une société LGBT, une société ouverte, comme on dit. Et je dirais à l'attention de ces braves gens de ce collectif, j'approuve leur truc,
Enfin, aujourd'hui, bon, parmi vous, il y a tout de même certainement un bon nombre qui avaient voté pour Macron. C'est ce que je veux dire. On avait C'est un petit peu la révolte des cocus. le collectif Marchons Enfants, rien que le terme. ça Marchons ensemble, enfants de la patrie, c'est tout à fait républicain. Non mais c'est comme, j'avais signalé d'ailleurs, que leur point de départ ou d'arrivée, c'était la place Du 18 juin. du 18 juin. Donc ça veut dire qu'au sein même de ce collectif, il y a des gaullistes. C'est ça que ça veut dire. Et des républicains. Alors bon, ils sont bien gentils, bon, ils réagissent avec leur tripes contre la biotique, très bien. Mais c'est pas au nom de faux principes, de faux symboles, qu'on peut imposer la restauration de la société sur ces bases. Selon le bulletin officiel du 27 novembre 2019, 2 PME françaises ont remporté l'appel d'offres du ministère de l'Intérieur, lancé fin 2018, pour la fourniture de lanceurs de balles de défense, LBD, pour une valeur de 1 million d'euros, 64 1,6 million d'euros. 1,6 million d'euros. Oui, 1,6. Excusez-moi. Votre analyse, s'il vous plaît, docteur. Mon commentaire, c'est très bien. Vous ne trouvez pas que cet argent pourrait servir à améliorer le quotidien de certains Français qui en sont les plus nécessités. Donc on dépense de l'argent pour les massacrer, au lieu de les aider à vivre. Voilà le but du gouvernement. Une lettre de la préfecture du Rhône invite à mieux faire connaître l'islam dans la société. Comment expliquez-vous ce prosélytisme d'État? Est-ce que vous ne trouvez pas que ça correspond justement avec cette volonté de nous submerger par l'immigration continue? Ça va avec. Quel est le but que je dénonce constamment derrière ça? J'ai rien contre les immigrés en tant que tels. Ils ne sont pas venus à la nage, je le répète constamment. Donc s'ils sont venus, c'est parce qu'on a voulu les faire venir. Et pourquoi veut-on les faire venir? C'est justement pour submerger la France chrétienne, ou ce qui en reste. Donc tout ça est compatible, tout ça fait partie d'étapes prévues, calculées longtemps à l'avance, que nos milieux ne voient pas et où ils comprennent quand ils ont le nez sur l'événement. Mais il n'y a pas de complot. Non, pas du tout. Il n'y a pas de complot. Il y a rien. La France dépasse l'Allemagne et devient le premier pays en matière de demande d'asile en Europe, a affirmé Christophe Castaner. Selon vous, pourquoi avons-nous autant de demandeurs d'asile? Je dirais d'abord qu'il faut se réjouir parce qu'au moins on est premier dans quelque chose. Pas dans le bon sens. Pourquoi y a-t-il tant de demandeurs d'asile? À cause de toutes les pompes aspirantes élaborées par nos différents gouvernements. Commencer par l'AME. Mais tout. Oui, à propos tout à l'heure, je crois que c'était lors de la première question, je disais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir? Bon. Vous savez qu'on paye des pensions, notamment en Algérie, à des gens qui sont morts déjà depuis longtemps. Oui, bien sûr. Donc vous vous rendez compte, mais ce gouffre faramineux. Et les familles qui déclarent des nombres, j'ai vu passer ça dernièrement encore, mais un nombre faramineux, impossible d'enfants. Et tout ça, c'est de l'argent. Oui. Et encore, ça c'est, on va dire, c'est de l'illégalité. Mais l'AME, c'est quand même une aide médicale d'État qui permet aux étrangers de se soigner. Avec notre argent. Avec notre argent. Alors que les Français les plus nécessiteux n'en bénéficient même pas. Non, mais c'est un véritable non. C'est la préférence nationale contre les nationaux, contre la préférence nationale. C'est systématique, nous sommes gouvernés par des ennemis de la nation et du peuple français. Charles Guève a fait une vidéo ayant pour titre « Nous allons vers une guerre civile ». Charles quoi? Gave? Charles Gave. Êtes-vous de son avis? Bon, oui et non. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Si on se laisse aller ou pas. Il est évident que si les Français suivent l'arnaque Zemmour, avec Rissen, il est évident qu'on va vers la guerre civile qu'ils ne feront pas eux.
Mais si les Français se détournent de cette stratégie sioniste, il n'y aura pas de guerre civile. Et on règle le problème de l'immigration, comme je l'ai dit tout à l'heure, par les simples recettes qui existent, qui sont aussi faciles. On coupe, on coupe, on coupe. Tout ce qui fait l'attrait de la France, c'est-à-dire tous ces avantages sociaux dont vous venez de parler. Donc il n'y a pas besoin de sang, on peut régler le problème pacifiquement, je dirais démocratiquement. C'est possible, tout à fait possible. La LICRA veut interdire la diffusion du combat pour Berlin de Goebbels, qui a été réédité par les maisons contre-culture d'Alain Soral. Un commentaire? Eh bien, encore un exemple de la liberté dont on jouit dans le pays dit de la liberté que serait la France, donc elle faisait allusion tout à l'heure. 1789, liberté, égalité, fraternité. Et puis il y a aussi quelque chose de sous-jacent peut-être à ça. C'est que le combat pour Berlin, c'est peut-être aussi une leçon comment on fait la révolution. C'est peut-être ça qui leur fait peur. Par contre, c'est vous qui m'avez attiré l'attention, il y a une musique qui va avec. Dans la promotion de Égalité et Réconciliation. Dans la promotion du livre d'Égalité et Réconciliation pour combat pour Berlin, effectivement, il y a une musique assez entraînante de l'époque Allemagne, avec des chants, un chant allemand qui est assez entraînant. Wir sind des Geiers schwarzer Haufen, und wollen mit Tyrannen raufen. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Als Adam grub und Eva spann, Kyrieleis, wo war denn da der Edelmann? Kyrieleis, Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Uns führt der Florian Geier an, trotz Acht und Bann. Den Bundschuh führt er in der Fahn, hat Helm und Harnisch an. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Spieß voran, drauf und dran, setzt aufs Klosterdach den roten Hahn. Quand on traduit les paroles, c'est vrai que c'est pas très catholique. C'est même plutôt un appel. Ça rejoint ce que je dis de plus en plus souvent aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas juger le Troisième Reich comme étant un bloc, mais comme un assemblage de pièces disparates. Il y avait les athées, les païens, les ceci, les cela, les adorateurs de Tulé et compagnie, et puis il y avait les catholiques. Alors il y a eu une période catholique qui a été cassée, comme vous le savez, puisque je le dis et je le répète à qui veut l'entendre, un petit peu, ou un peu beaucoup, de la faute de Pie XI. Quand il a revendiqué que les catholiques, attendez, quelle était sa formule? C'était quasiment sur le thème que les catholiques c'était Israël, c'est-à-dire l'Israël biblique. Bon. Alors évidemment, au Troisième Reich, c'est pas le passé. Mais du coup, oui, non. Effectivement, ça. Ah non, vous savez très bien ce que je dis de Pie XI, ça a été un pape très, très pernicieux, parce que d'une part, il y a eu cette histoire avec le Troisième Reich, alors que c'était ça, on aurait pu continuer avec l'accord qu'il y avait du fait du concordat signé entre Monseigneur Pacelli
futur Pie XII, etc. Le Christ Rose. Avec von Papen, qui était catholique, qui était le ministre des Affaires étrangères du Troisième Reich. On aurait pu continuer comme ça. Mais non, il a fallu que ce pape, il parle trop les papes, parle trop. Ils font trop de Il politique. s'occupe de politique, il devrait s'occuper du problème religieux. Donc vraiment, alors en plus de ça, sa trahison vis-à-vis des Cristeros au Mexique et l'excommunication de l'action française. Donc deux actions qui n'ont bénéficié que pour francs-maçons. Alors, vous comprenez que Pie XI, c'est pas tout à fait Votre tasse de thé. cup of tea. Pour continuer sur cette notion de la LICRA qui souhaite donc censurer les écrits, vous avez entendu parler de cette résolution assez controversée qui assimile l'antisémitisme Oui, et l'antisionisme Tout à qui a fait. été votée là dernièrement. Tout à fait. Tout à fait. Donc on va vers une condamnation de l'antisionisme. Ah, mais par bien entendu, amalgame avec, maintenant, il est l'antisémitisme. interdit de dire quoi que ce soit qui puisse déranger le peuple élu. Ex-élu. Vous savez pourquoi je dis ex-élu? Oui, Bon. pas l'ancien testament. Donc maintenant, c'est un carcan. Et rappelez-vous comment je cite toujours avec révérence la fameuse phrase de cette historienne juive Annie Krigel, quand elle parlait de la police juive de la pensée. On est en plein dedans. Et ce qu'elle disait, ça date des années 80, à peu près. Il semble qu'Israël cherche à mettre la main sur la Corse. Est-ce que vous êtes au courant? Je suis tout à fait au courant. J'ai d'ailleurs le texte, ce sera dans le prochain numéro de la politique. En fait, c'est une organisation juive qui essaye de faire ami-ami avec les Corses, en leur proposant une entente en vue de développement économique commun, etc., etc., etc. Et le commentaire qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est pas étonnant, avec les deux dirigeants nationalistes ou pseudo-nationalistes corses actuels, Talamoni et Simeoni, d'origine juive. Pas étonnant. Donc là, il y a tout un jeu, et ça, Israël, bon, tout petit confetti sur la carte, mais qui, de par son influence financière, politique mondiale, essaye de s'étendre partout. D'où un néocolonialisme israélien en Afrique. Et comme les Corses sont assez chatouilleux sur le problème de l'immigration, ben, les Israéliens se disent chic, on va pouvoir faire des affaires avec eux. Avis à nos amis corses abonnés à la politique. Faites attention. La signature de la vente de l'ATCOR est imminente. Cette entreprise, spécialisée dans la construction d'aérostructures et de systèmes d'interconnexion, donc dans l'aéronautique, c'est un équipementier aéronautique, dispose donc de nombreux brevets et d'une technologie avancée, encore en développement, mais qui dépasse aujourd'hui toutes les performances en transmission. Le Li-Fi par exemple, donc ce serait un Wi-Fi par la lumière. Encore un bradage de l'un de nos fleurons industriels. Tout à fait. Tout à fait, bah, ça rejoint tous les autres, Alcatel, le Péchinet, etc., Alstom, les aéroports de Paris, La Française des Jeux. les aéroports au pluriel, pas que Paris, hein, il y a eu Toulouse, etc. La Française des Jeux, tout. C'est le bradage, tout ce qui peut être une source de richesse pour la France. Parce que toutes ces entreprises, elles sont bénéficiaires. Hein, Mais bien entendu, en plus de ça, ou pourraient être bénéficiaires si l'État daignait les soutenir, en plus de ça. Parce que bon, Alcatel a tout de même eu des petits problèmes. Mais si l'État soutient, si l'État, au lieu de commander à l'étranger, commande du matériel français, il n'y a plus de problème. Donc tout, c'est une volonté, je me tue à le répéter, nous sommes gouvernés par des gens qui haïssent notre nation et notre peuple, parce qu'ils n'en sont pas. Vous avez besoin d'un dessin ou d'une caricature? Alors le PDG s'appelle Yannick Assouad. Je sais pas si c'est significatif. Mais...
Creusez, ma chère, creusez. Bon. La Croix du 10 décembre 2019 annonce que les diocèses, du fait de la baisse des donateurs, s'inquiètent pour leur survie, mais certains peuvent toutefois compter sur un important patrimoine constitué au fil des années. Qu'est-ce que cela vous inspire ? On récolte ce que l'on a semé. Pourquoi y a-t-il moins de donations ? Alors, il peut y avoir deux raisons. D'une part, parce que les Français s'appauvrissent grâce à la belle politique qu'on nous fait, mais ça peut être aussi parce que nombre de catholiques français sont horripilés par les déviations constantes de Rome. On n'a pas tellement envie de donner. Moi, dernièrement, j'ai demandé à mon épouse de baisser les donations qu'on faisait, notamment au diocèse de Toulon. Donc voilà, l'Église récolte ce qu'elle a semé. Elle fait ami-ami avec les ennemis de l'Église. Tous les catholiques ne sont pas complètement idiots. Et c'est la rançon. C'est la réponse. Et alors, je tiens à signaler quand même à ceux qui croient qu'ils ont un patrimoine qu'ils vont pouvoir monnayer, c'est que j'ai vu il y a 2-3 jours que le diocèse de Rouen cherchait à vendre 2 églises désaffectées. On n'a pas trouvé de preneur. Mais il paraît que c'est très tendance maintenant que habiter dans une église. Oui, c'était on doit faire un hôtel. C'est ça. Ça, quand on les On fera déconstruit pas. des réunions de la LGBT. Ah non. C'est déjà lieu. Non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. C'est que maintenant, ils préfèrent le faire dans des églises sacralisées. Bien sûr. Comme ça a eu lieu à Vienne, c'est ça, Dan ? Tout à fait, à Vienne, c'est la deuxième fois ou troisième fois ? Deuxième fois. La deuxième fois, sous les auspices du... Ça, c'est les cardinaux. Les cardinaux, oui. En Très tout cas, moderne, l'archevêque de Vienne, Schönbrunn, qui a donné sa bénédiction. Non mais je mettrai des photos, c'était vraiment ignoble. Ah oui, Moi, il faut mettre on voit clairement des cornes de diable, Oui, des déguisements ils sont sataniques. transformés. C'est hallucinant. Et alors, justement, quand j'ai vu apparaître ce machin, j'ai déjà préparé un petit texte pour le prochain numéro de la politique. Cathédrale, en plus, c'était dans la cathédrale. Mais cathédrale, mais bien entendu, cathédrale de Vienne. Transformé en salle de spectacle. Oui, et je mets en dessous du futur commentaire qui sera dans la politique du mois de janvier. Et que dit Rome ? Silence. Mais non, Rome adore la Pachamama et les idoles païennes, alors que oui. Non, mais on est vraiment dans une période d'apostasie incroyable. Absolument incroyable. Alors passons à une question suivante. Hervé Ryssen a encore agi en indicateur de police en affichant publiquement votre numéro de téléphone et votre adresse. Il a également diffusé mon adresse et des informations sur ma famille. Lorsqu'on tente de lui répondre poliment sur les réseaux sociaux, il bloque l'accès, preuve d'un grand courage intellectuel. Pouvez-vous revenir sur cette affaire ? Vous dites grand courage intellectuel de façon ironique, évidemment. Moi, je dirais plus prosaïquement grande lâcheté intellectuelle, parce que c'est un lâche. Et vous n'êtes pas la seule à constater que quand vous essayez de lui faire remarquer un certain nombre de choses, soit il se fâche tout rouge à nouveau, soit il coupe. Il supprime, oui. Il supprime, mais vous n'êtes pas la seule à me le dire. Plusieurs personnes, de nombreuses personnes me disent, mais je le découvre, je n'avais pas compris, etc. Et qui sont absolument horripilés. Donc il se tire une balle, non pas dans le pied, mais dans la tête, avec son comportement. Absolument inanimé. Alors revenir sur l'affaire, l'affaire c'est très simple. J'ai commencé à m'intéresser pas directement à Ryssen encore, à la tactique de Zemmour en 2016. Je crois qu'il y a eu un communiqué, ou en tout cas un article dans la politique. Et j'ai commencé à mettre en garde devant ce que cet individu commençait à prôner, disant qu'il avait de très bons contacts auprès de l'état-major français, qu'un plan était prêt justement pour régler le sort des banlieues, etc., avec l'appui de conseillers israéliens du Mossad,
etc., etc. Bon, je n'ai rien contre le problème de régler le problème des banlieues, mais à mon avis, c'est pas comme ça qu'on va le régler. Ça y réglera de la façon que j'ai dit tout à l'heure, justement, en coupant les pompes aspirantes et en éjectant tous ceux qui sont criminels ou criminogènes. Donc, ça, c'était le point de départ. Et puis, Zemmour a continué sa petite musique, et à la grande surprise d'un certain nombre de gens de nos milieux, on voit apparaître dans ce petit jeu-là un certain Hervé Rissen, qui était connu jusqu'alors pour des livres en principe quelque peu antisémites. Bon, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc on se demande, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, à appuyer et à applaudir Zemmour? D'où les mises en garde que j'ai commencé à faire. Et là, à partir de ça, Hervé Rissen pique une crise de femelle hystérique, il n'y a pas d'autre terme, me traitant de tous les noms d'oiseaux, m'insultant, mon nom devenant Ploncardachias, très élégant, menaçant de mort, et appelant à aller déféquer sur ma tombe annoncée. Bon, je répète ce que j'ai déjà dit, mais ça vaut la peine puisqu'on me pose la question. Donc voilà le personnage. Je crois que ça a aidé pas mal de personnes à comprendre qui était Hervé Rissen, justement, qui avait réagi par sympathie en fonction de ce qu'il croyait connaître de lui par ses ouvrages, et qui, à travers mon communiqué, ont découvert un tout autre personnage. C'est pour ça que je dis que Rissen, comme il montre qu'il est toujours tout aussi hystérique, il ne va pas s'en relever. Et faites-moi confiance, quand je prends quelqu'un dans mes mâchoires, je ne le lâche pas. Ou alors il faut qu'il change. Ce qui n'est pas le cas, en tout cas, avec lui en ce moment. Donc, voilà ce Hervé Rissen qui maintenant vient servir la soupe aux juifs sionistes Zemmour pour appeler les Français à faire la guerre aux musulmans qui sont en France, que eux-mêmes, leurs instances juives, ont fait venir, parce qu'il ne faut tout de même pas oublier que ne serait-ce déjà que la décolonisation, quels sont les organes de presse et les entités politiques qui ont poussé à la décolonisation et à la perte de l'Algérie. Et aujourd'hui, qu'y a-t-on dans ce registre-là? On a les Attali, on a les BHL, on a les NAC, les Golnadel, etc., etc., etc. Donc ce sont eux qui ont voulu faire venir cette immigration pour nous submerger, mais qui, devant cette masse musulmane qui, du fait du comportement d'Israël en Palestine, devient antisémite, on dit antisioniste, mais antisémite en réalité, voudrait que les petits Français les protègent de ces masses qu'ils ont fait venir pour nous détruire. Alors il y a un petit problème là. Comment peut-on s'allier à un peuple, à des individus qui veulent notre mort? Je parle des Juifs. De toute façon, Rissen a banni de sa page VK toute personne qui mettait en cause son appui à Zemmour. Ce qu'il a fait. Mais il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre. Alors, la réponse qu'il donnait, c'était donnez-moi votre nom et votre photo, oui, et je vais publier des ragots que je viens nous casser la figure. Sur Internet. Qu'il ne fera même pas, parce que c'est une grande gueule et c'est un lâche. De toute façon, si on voulait faire la délation, on aurait pu aussi divulguer qu'il a une adresse au 14 d'une certaine rue, d'une certaine commune, la petite couronne. Non, c'est un personnage positif. Et donc, il continue à appuyer Zemmour, puisque tout dernièrement, face au débat Zemmour-Asselineau, il a bien dit bravo Zemmour. Bien c'est l'identité qu'il doit prôner sur la souveraineté. Vous avez tout à fait raison, j'ai lu, tout à fait. Non, il y a un intérêt économique là derrière qui me semble évident. À moins que Hervé Rissen-Lalin ait des ascendances que nous ne connaissons pas. Que l'on creuse. Vous pensez qu'il était tout déjà... Tout est possible. En tout cas, il n'a pas oublié ces vieilles... là où
de là où il vient, quoi, de son communisme, puisqu'il agit exactement comme un... Alors là, oui, tiens, vous m'y faites penser, Diane. Justement, j'ai eu il y a quelque temps un contact avec quelqu'un, j'ai plein de contacts avec des gens que je ne connais pas, qui me suivent visiblement, qui me dit, mais vous savez, j'ai bien connu Hervé Ryssen, et il y a une chose auquel personne n'a pensé jusqu'à présent, enfin je vous dis en résumé ce qu'il me disait, mais du temps où Ryssen était dans l'ultra-gauche, il cirait les pompes des juifs de l'ultra-gauche. Alors pourquoi brusquement s'est-il mis à écrire des livres antisémites, ou en principe antisémites? C'est qu'un jour il a dû avoir un clash avec un juif qui ne lui a pas plu. Et bon, donc encore une réaction de vanité. On parlait tout à l'heure de Macron de Gaulle, encore une réaction de vanité. Là, pour en revenir à ces ouvrages antisémites en principe, il y a une chose, bon, j'en ai lu un complètement, j'ai parcouru les autres, il y a une chose qui m'a interpellé, c'est que vous savez très bien que je cite régulièrement un certain nombre de déclarations de rabbins et autres. Tuitou, Ronchaya, l'autre, comment il s'appelle, peu importe. Il y en a plusieurs comme ça que je cite régulièrement, dans lesquels ils disent noir sur blanc qu'ils veulent notre mort, la mort de la chrétienté, etc. Et je recommence à poser ma question, peut-on s'allier à des gens qui annoncent clairement qu'ils veulent notre mort, qu'ils veulent la mort de notre religion? Ben, c'est ce que fait Zemmour, mais Ryssen aussi. En poussant les Français à se battre contre les musulmans. Bien entendu. Chose, alors que lui, ce qu'il va faire, lui et Zemmour, ils vont attendre sagement derrière que tout se passe. Vous vous rappelez l'anecdote, je crois que c'est Ron Shire d'ailleurs qui avait sorti cette image, l'histoire des 3 coqs. Oui. Tout est là, hein? Oui. Les 2 grands coqs, c'est-à-dire Se l'Occident et l'Orient, Oui. qui se battent, le petit coq qui reste dans son coin en train de ricaner, allez-y, allez-y, allez-y. Et puis les 2 coqs se battent entre eux, ils se massacrent l'un et l'autre, et le petit coq sort de fin, et c'est lui qui a gagné. C'est exactement ce qu'ils sont en train de nous préparer. La couleur est annoncée. Alors, Pierre-Yves Rougeron, interrogé par Vincent Lapierre, Encore un drôle de coco, celui-là. il rappelle qu'il est un des soutiens de Zemmour, mais aussi que, je le cite, Zemmour veut une incarnation anthropologique du souverainisme. Comment expliquez-vous l'aveuglement de nos milieux devant ce phénomène Zemmour? Alors, première petite remarque, une vision anthropologique. Bon, ben je vais faire la même L'incarnation anthropologique. Oui, je vais faire la même réponse que tout à l'heure, parce qu'on a effleuré le sujet tout à l'heure. Anthropologique, c'est-à-dire qu'il faut une unité raciale, n'est-ce pas? Donc c'est très raciste, ça. Oui. Oui. Est-ce que lui, Zemmour, pense qu'il fait partie de notre entité raciale? C'est pas sûr. Hein? Bon, premièrement. Alors, deuxième partie de votre question, comment expliquez-vous que nos milieux soient sensibles à ce... Alors, ils sont sensibles, oui et non. C'est-à-dire que les grands ténors de nos milieux, Marion Maréchal, Marine Le Pen, avec son conjoint Louis Alliot, avec son plus ou moins conseiller, je crois, Collard. Gilbert Collard, et tout ce qui tourne autour de cette nébuleuse pseudo-droitière sont sionistes. Comme l'était le père d'ailleurs, Le Pen. Oui. Pas oublier. Ouais, parce que certains hésitent de rappeler ce qu'était Le Pen, parce que c'est encore un éléphant sacré. Ouais, mais moi, j'aime beaucoup désacraliser les gens. Commencer par De Gaulle. Donc, voilà. Alors, quand il est évident que les Français sont face à une masse musulmane qui dérange, pas agréable. Non, pas du tout. Parce que certains sont agressifs, et je comprends parfaitement que l'on puisse en avoir ras-le-bol. C'est pour ça que je dis, pacifiquement, on peut régler le problème.
mais pas en faisant l'affrontement, en cherchant le sang. Parce que c'est ça que cherchent les Juifs. De toute façon, une guerre civile, c'est jamais bon. Une guerre civile, ce n'est jamais bon. D'abord, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine et comment ça se termine. Donc, vraiment, il faut dénoncer cette bande de sionistes dans le milieu et attirer l'attention des gens sur le danger, justement, pour nous. Parce que, en fait, ce qu'il y a derrière ce dessin, c'est notre destruction. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire avec vos propos de tout à l'heure qu'il faut une révolution et là il y a de la violence Ah oui, non, mais c'est pas du tout dans le même axe. Bien sûr, dans le Pas genre. du tout, Johan. Et d'ailleurs, il y a un commentaire d'un internaute qui était assez bien trouvé. Il disait que Zemmour était une manière de contrôler l'opposition et de la laisser vraiment dans ses... de lui trouver... Le système a tout intérêt pour mettre en place un pseudo-défenseur des Français. C'est ça. Pseudo-défenseur, Pseudo-défenseur. Pseudo. La question suivante. Alors, souhaitez-vous revenir sur l'entente qui s'opère entre vous et Jérôme Bourbon? Je dirais que c'est un petit peu indiscret, ça. Voyons, quelle C'est question. un petit peu indiscret, ça. Bon, puisque vous me posez la question, c'est pas que je souhaite revenir sur la question. Peut-être qu'il est bon tout de même que l'on sache comment ça a commencé. Je pense que ce rapprochement que Bourbon a opéré avec moi est parti justement du problème Rissen. Et pour rappel, justement, je reçois un beau jour une lettre, communication par Jérôme Bourbon, d'une lettre qu'il a adressée à Rissen pour s'étonner quelque peu sévèrement, et même très sévèrement, de la prise de position de Rissen en faveur de la tactique de Zemmour dont nous venons de parler largement. Et il me l'envoie. Ça voulait dire quelque chose. Et je réagis au quart de tour, je le remercie, et en faisant un petit commentaire, etc., etc. Donc je pense que ça a été un point de départ. Je pense que Jérôme Bourbon s'est rendu compte que beaucoup de gens en lesquels il pensait avoir confiance, c'était avoir mal placé sa confiance. Et puis il y a eu aussi autre chose, un autre déclic, je crois, qui s'est passé. Ça concerne Le Pen. Est-ce que vous vous rappelez cette fameuse déclaration de Jean-Marie Le Pen à propos de la procréation médicalement assistée? Oui, il ne s'y opposait plus en fait. Non seulement il ne s'y opposait plus, mais en tordu pervers qu'il est, il disait « Ah mais ça fera des petits Français de plus ». Donc l'aspect moral, l'aspect biologique, du fondement biologique, ça le désintéresse complètement. Il fait une petite phrase provocatrice pour qu'on parle de lui. Tout simplement. Et je crois que Jérôme Bourbon, qui est un bon catholique, pratiquant, croyant, rien à dire là-dessus, ça ne lui a pas plu. Et les derniers échanges que j'ai pu avoir avec lui, je me suis parfaitement rendu compte que Le Pen, etc., et je lui ai rappelé encore tout dernièrement, n'oubliez pas, mon cher, Le Pen, c'est celui qui a dit « Toute ma vie, j'ai traîné l'extrême droite contre moi. » Comme un boulet. Comme un boulet. Donc, voilà. Et donc, je vous recommande à tous mes auditeurs de ce soir, et enfin qui verront cette vidéo, de lire mon livre « Histoire d'une trahison ». Tout est dedans concernant la tribu Le Pen. Et petit rappel, vous n'avez jamais été attaqué en justice concernant le contenu. Et notamment le rappel de cette histoire de la fameuse cuvée de champagne Veuve Poignée, réservée aux bars, gays, homosexuels, lesbiennes, etc. Et puis le parrain de le parrain proxénète de Marine Le Pen. Ah non, mais c'est une famille très intéressante. Un internaute vous demande ce que vous reprochez à ceux qui se prétendent païens. Qu'ils soient païens. En quoi c'est un défaut? Alors pourquoi? Mais alors, on y a touché il y a déjà quelques temps. Vous vous rappelez, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, peut-on être païen et nationaliste? Vous vous rappelez de ça? Je crois que c'est vous qui m'aviez posé la question C'était cet d'ailleurs. été. Et j'avais répondu,
en rappelant le processus de Clovis, roi païen au départ. Mais ça, est-ce que c'est pas dans le mythe catholique de la Ah oui, France? oui, mais justement. Donc, pour être nationaliste, justement, il faut reconnaître quelles sont les bases constitutives de la France. Les bases constitutives de la France commencent avec le baptême de Clovis, c'est-à-dire la conversion d'un païen au christianisme. C'est ce que j'attends des païens. Point. D'ailleurs, juste pour en revenir à Rissen, lui se prétend pas catholique, mais plutôt dans la tendance athée. Non, qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre jour qu'il était en recherche ou Ah bah qu'il aille à la loge d'à côté, hein, je qu'il sais est en pas. recherche. je ne sais quoi. Non, peut-être que s'il se convertit au catholicisme, il prendra conscience de ses erreurs. Ouais. Possible. Voilà. D'ailleurs, Pas tout pécheur miséricorde, mais bon, je crois pas qu'on en soit là à la veille. Hein. Bon, on verra. Donc, pour continuer sur le sur le païanisme, oui, à ce propos du païanisme, le mythe du baptême de Clovis comme fondement de la nation française n'était-il pas une manière de raser la nature propre de la tribu germanique, c'est-à-dire païenne? Oh là là, où est-ce que vous avez trouvé Les cette Francs. formulation invraissemblable? Non, mais vous savez, les Francs venaient quand même de tribus germaniques. Et pourquoi le mythe? C'est pas un mythe, c'est une réalité. Il y a quand même des gens qui affirment que c'est un mythe. Ah oui, évidemment, parce que ça les dérange. Il y a des gens Parce qui que disent c'est un c'est mythe. Oui, mais la réalité historique, c'est ça. Oui. On a un roi païen qui, sous les influences que j'ai déjà expliquées à plusieurs reprises, se convertit. Et la France commence là. Bon. Alors, que certains disent mythe, c'est parce que ça les dérange, tout simplement. Ils ne veulent pas que ça remonte à ça, parce que ça cache leur schéma de pensée, je regrette beaucoup, mais ça, c'est historique. Robert Ménard remet le couvert avec sa crèche de Noël en y Celui-là. associant les Juifs. Un comment? Alors, oui. C'était pas exactement ça, hein. Il n'y avait pas que les juifs, il y avait aussi les musulmans. Oui, les Ils musulmans, rassemblaient oui. toute la communauté. Ils sont tous venus Oui. pour C'était. Alors, Robert Ménard, il faut d'abord savoir qui est cet individu. C'est un ancien membre de Reporters sans frontières, qui était une organisation gauchiste, qui a réussi à se faire élire à Béziers grâce aux voix du Front National. Et très élégamment, tout de suite après, il s'est désolidarisé du Front National parce que, oh là, trop à droite, etc. Ce que lui n'était pas, bien sûr. Donc c'est un personnage couleuvre, faisant bois de tout feu, et Feu de je tout regrette bois. beaucoup. Je suis régulièrement les publications de Boulevard Voltaire, qui est son organe de presse. C'est sioniste, sioniste, sioniste. On y trouve même jusqu'à des... Alors ça dépend des collaborateurs, parfois ce sont des compliments à Macron. Il y a un certain ancien magistrat qui s'appelle Bilger, ou bien c'est un crétin fini, ou bien c'est un vendu. Parce que alors là, pour passer la main dans le poil envers le gouvernement, donc vraiment, Ménard et sa structure, c'est absolument pas fiable. Je mets en garde. Mediapresse Info rappelle la présence d'un lobby gay au sein du Front National. Que vous inspire cet article? Il se réveille? Oui, rien de nouveau. Il se réveille? Bah, déjà du temps de Le Pen, mais comme je disais tout à l'heure, Le Pen c'est l'éléphant sacré, ou la vache sacrée, donc on n'en parle D'ailleurs, pas. donc Mediapresse Info, qui est un organe de Civitas, Oui. au fait du Pays Réel, dernièrement, continue et invite et font l'apologie de Jean-Marie Le Pen. Mais bien entendu, Ils parce ont que beaucoup c'est vendeur, critiqué c'est le- encore vendeur. Il y a une bande de le crétins qui ont toujours pas compris qui était Le Pen. Petite question concernant le sédévacantisme. Comment expliquez-vous cette haine des sédévacantistes envers l'Église? Effectivement, c'est ce qu'on constate. J'y ai déjà répondu à plusieurs reprises. Et c'est un phénomène très curieux. Alors,
Le sédévacantisme, c'est quoi? D'abord, que veut dire le mot? Ça veut dire le siège de Pierre est vacant. Le pape n'est pas le pape, il n'y a pas de pape. Et les seuls vrais chrétiens, c'est nous. Donc c'est déjà une démarche qui me rappelle un petit peu la démarche de Luther. L'orgueil. Et il n'avait pas tout à fait tort d'ailleurs, Luther, dans sa critique de l'Église au début. Le problème, c'est que l'orgueil s'en est mêlé, et il a estimé que c'est lui qui avait raison en tout, et que l'Église était à jeter aux gémonies. Et on observe le même phénomène aujourd'hui avec les sédévacantistes. Alors, qu'il critique la démarche de François, entre autres, parmi les derniers papes, je le conçois parfaitement. D'ailleurs, pour ceux qui lisent la politique, ils n'ont qu'à lire les articles religieux que nous publions. En général, c'est moi qui les écris. Donc, la critique est exacte, mais la conclusion, la stratégie est fausse. Parce que, en se retranchant de Rome, il laisse la structure religieuse entre les mains de ses ennemis. Or, qu'a dit le Christ? Les portes de l'enfer ne prévendront pas contre mon Église. Alors, question aux sédévacantistes, croit-il au Christ ou pas? À titre d'exemple, pardon. À titre d'exemple, par exemple, Adrien Abozit a affirmé que la fraternité Saint-Pédis fait partie de la secte conciliaire. Alors justement, c'est ça, c'est le propre de toutes ces sectes protestantes qui émergent aux différentes époques de l'Église, c'est que il y a toujours plus pur qui vous épure. C'est ça? Bon, je ne vais pas faire l'apologie de la fraternité Saint-Pédis, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Tradition ou Révolution, mais enfin, quand même, sur le plan religieux, doctrinal, il n'y a rien à dire. Disons que c'est plutôt au point de vue de l'aspect politique de leur action que l'on peut poser des questions. Mais sur le plan de cérémonie de la messe, il n'y a rien à dire. Là, c'est la querelle querelle de chapelle, querelle de boutique, querelle d'intérêt, etc. Vous avez rappelé récemment que Monseigneur Lefebvre tenait à mettre en garde envers la maçonnerie, et qu'apparemment ça ne se fait, c'est que ça ne se fait plus du tout. Oui, c'est sur le plan politique du coup qui... C'est le plan politique qui arrive. C'est le plan politique qui arrive. Et puis rappelez-vous aussi ce que je rappelais, c'est que le grand maître des finances de la fraternité est un certain Maître Krat. Maître Krat. Quel doux nom. Et que personne des entités de la hiérarchie de la fraternité ne m'a jamais répondu à ce sujet-là. Ont-ils des arguments pour répondre? Eh oui, vous l'avez dit, Manuel. Allez, Inès, à vous. Pour en revenir à la sionisation de nos milieux, dans un entretien récent sur UPR TV entre François Asselineau et Monseigneur Ray, à l'occasion de son dernier livre L'Islam, menace ou défi, Asselineau a réussi à faire appuyer son gaullisme par Monseigneur Ray. Vous avez déjà été très sévère à son encontre. Pouvez-vous nous éclairer sur sa démarche? Bon, alors, rapidement. Monseigneur Ray est apparu dans notre diocèse, il doit y avoir 7-8 ans maintenant, facilement. Et au début, on ne pouvait que vraiment s'en féliciter. Il avait écrit un livre qui mettait en garde justement les catholiques peuvent-ils être catholiques et francs-maçons? Il répondait non. Bon, petite plaquette. C'était pas mal. Et j'ai eu dès le départ quelques très bons contacts avec lui. Et il est venu déjeuner et dîner chez nous à plusieurs reprises. On s'entendait bien. Et à un moment donné, il me dit un jour, je reçois des lettres de francs-maçons qui me disent « Mais je ne vois pas pourquoi vous dites que être catholique et franc-maçon, dans votre livre, c'est incompatible. » Alors,
Monseigneur me dit je suis très embarrassé pour répondre. Je lui dis écoutez, Monseigneur, vous avez mon livre sur la maçonnerie, vous pouvez déjà le répondre en vous basant sur les textes que je cite des francs-maçons. Mais si vous voulez, on peut faire une chose ensemble. Il me dit oh oui, certainement. Puis les semaines ont passé, les mois ont passé, les années ont passé. J'ai fait au début quelques petits rappels, on dit alors on le fait, on ne le fait pas. Et puis, plus de nouvelles. Et puis, il doit y avoir 3 ans, 4 ans, il y a eu une réunion dans une église, la Patelin, qui s'appelle Olioul, à l'ouest de Toulon, organisée dans l'église d'Olioul, sous l'égide du curé de la paroisse et de Monseigneur Ray. J'y suis allé, et là, le piège. Il y avait une quasi-majorité de francs-maçons. Alors, question-réponse, question-réponse, question-réponse. Et alors, j'avais levé une première fois la main pour dire, bon écoutez, le problème de la maçonnerie, c'est très simple. Il peut y avoir de très gros argent au bas de l'échelle, mais plus on monte, plus ça devient luciférien, etc., etc. Donc si on ne comprend pas le problème de strate de la maçonnerie, on ne peut rien comprendre à la maçonnerie, il y a assez dangers. Silence glacial, personne n'a répondu. Et puis, l'assistance maçonnique s'est dévoilée et a commencé à canonner sur le thème, et on peut être catholique et franc-maçon, il n'y a pas de problème, ni la non-mère. J'ai levé la main parce que je voulais dire, mais écoutez, vous êtes catholique et vous êtes franc-maçon. Alors, expliquez-nous comment les catholiques sont contre l'avortement, mais les francs-maçons sont pour l'avortement. Alors, comment est-ce que vous faites le grand écart? J'ai vainement levé mon petit bras, on ne m'a plus repassé la parole. Et à partir de là, j'ai vu le glissement insensible de Monseigneur Ray. Il a cessé de parler des choses qui dérangent, il a voulu avoir la paix dans son diocèse. Et rappelez-vous, je pense que c'était dans ma conférence, la première conférence que j'ai faite après l'incendie de Notre-Dame de Paris, mai ou juin, dans lequel j'ai signalé que Monseigneur Ray s'était associé à une cérémonie, une cérémonie, pour célébrer les racines du judaïsme. Les racines juives du catholicisme. Juives? Non. Ah, juste les racines Oui, judaïsme, oui. d'accord. Oui, c'est vrai. Non, parce que si c'était ça, ça aurait été admissible à la limite. On parlait de l'Ancien Testament. Non. Les racines du judaïsme. Et je m'étais tout de même un petit peu étonné qu'un évêque qui en principe devrait tout de même se préoccuper plutôt des racines du christianisme. De ça. Et puis alors, tout dernièrement, je tombe sur ce nouveau livre qu'écrit Monseigneur Ray. Alors, je ne vois pas d'inconvénient qu'il écrive un livre sur l'islam. Mais je doute fort qu'il utilise les textes de Anna Zacharias dans son livre Islam, création juive. De Moïse à Mahomet. Moïse à Mahomet, et textuellement, Islam, création juive. Texte à la Bon. Donc c'est toujours la même chose, donc ça va dans le même sens que la zémorisation, sionisation de nos milieux. On tape un bras raccourci sur l'islam, sans rappeler ce qu'est l'islam, d'où est venu l'islam, et qui nous l'a imposé en France, et en Europe, parce qu'il n'y a pas que la France. Donc voilà, c'est une lâcheté. Et c'est pour ça que je réagis aujourd'hui contre Monseigneur. Alors, le gaullisme, effectivement, à un moment donné, je ne sais plus comment, Asselineau, qui est un vieux renard, il arrive à amener la chose pour demander par oui ou par non à Monseigneur Ray s'il est d'accord avec Monseigneur Ray, bon, oui, sur le gaullisme. Parce que l'autre faisait allusion à une phrase de Gaulle ou je ne sais plus quoi. Donc voilà. Sur Monseigneur Ray, Asselineau éventuellement, et la sionisation de nos milieux. Une fois de plus.
Certains internautes vous insultent du fait de votre appui à François Fillon. Que leur répondez-vous? Ah mais mon cher, si vous avez leur prose, il faut en faire profiter tout le monde. Ah, Allez-y, si vous les avez. Bah non. Alors non, je ne l'ai pas. J'ai certaines personnes qui disent que Oui, c'est pas récemment- nouveau, quoi. C'est pas nouveau, c'est quelque chose, c'est une personne qui vous dit « Je ne comprends toujours pas comment pouvez-vous encore croire en François Fillon alors que, vu son grand oral devant les patrons, il avait promis faire une espèce de blitzkrieg pour faire passer des lois en force, pour réformer tout et n'importe quoi, qui mange tout ça dans la même soupe. Bon, alors etc. Manuel, est-ce que vous pourrez envoyer les textes de ces C'est personnes-là joli, je peux. à Diane, qui Oui. pourra faire un petit encart? Bon, alors évidemment, je vais répondre. Et si je peux me permettre... Ah Oui. oui, pardon, je Non. ferai le commentaire après. Non, vas-y. Bon. Bon, ce que j'ai à répondre, mais c'est simple, tout aussi simple que ce que j'ai déjà dit à de multiples reprises. On se trouvait devant l'équation suivante. On avait 3 pôles, si on peut dire. On avait la possibilité Fillon, on avait la possibilité Marine, et on avait la possibilité éventuelle de Macron, qui n'était pas tellement évidente au début, puisqu'il est apparu comme l'a prévu. Comme l'a prévu. D'abord, est-ce que ces gens-là se sont appliqués, comme je l'ai fait, à écouter toutes les déclarations de Fillon? Non. Non. Ça, je suis formel, c'est non. Je l'ai fait, et c'est en fonction de ça que j'ai pris cette décision. Parce que je me suis rendu compte que quel est notre objectif à nous? C'est de nous rapprocher le plus possible du pouvoir pour éventuellement un jour le prendre. Bon. Ce n'est pas en s'aliénant la droite libérale qu'on pourra y arriver. Et je rappelais encore une fois, et je vais le faire encore une fois, comment les Bonaparte, comment les Hitler, comment les Poutine sont-ils arrivés? Ils sont arrivés de l'intérieur du système de leur époque. Et aussi, vous dites souvent, pour juger de la fiabilité d'une personne, il faut voir comment les médias le traitent. Et rappelez-vous l'histoire des Exactement. costumes. Et là, dernièrement, par contre, Jacques Lang, je crois, pareil, pour des milliers d'euros de costumes, lui, il a jamais sauté. Ah oui, quoi, non, mais bien nulle part. entendu. Non, mais on a eu, bon, malheureusement, François Fillon, d'ailleurs, ça plaide en sa faveur, je crois, a été naïf, parce qu'il ne se rendait pas compte que certaines déclarations qu'il faisait, ou réponses à des questions qu'on lui posait, il se suicidait. Et bon, donc, on se trouvait devant la situation entre Fillon et Macron qui émergeaient, qui devait-on appuyer? Oui, c'était un Fillon bilan à 3 ans, quoi, Fillon était catholique, il l'a revendiqué à plusieurs reprises, il a rappelé, lui, l'origine de la France par Clovis, il a fait appel à Jeanne d'Arc encore une fois. D'ailleurs, Macron. c'était des discours qu'il reprenait du Front National. Hmm. C'était des discours qu'il reprenait du Front National, Alors, pour certains. pas tellement, hein, le Front National, cette période du Front National était déjà passée depuis un certain temps. Hein. Donc, on se trouvait devant un catholique qui rappelait tout de même les racines de la France, chrétienne de la France, et quelqu'un qu'on savait être franc-maçon et d'origine juive. Alors, c'est troll qui m'invective. Ils préféraient faire passer Macron? Non, il pensait vraiment Non, avoir la on pense- victoire de Marine Le Pen. Alors, peut-être Ils ont rien c'est compris. Marine. Ils ont rien Encore- compris. Encore aujourd'hui, ils ne comprennent pas. J'ai même une personne, faut que je trouve le commentaire, qui dit comment est-ce que vous étiez au Front National il y a quelques années, comment pouvez-vous ne pas appeler à voter Marine? Parce que j'ai claqué la porte, voyant comment ça a évolué. D'où mon livre, Histoire d'une trahison. Ils pensent Tout encore- est dedans. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça va. D'ailleurs, regardez comment les médias donnent la parole régulièrement à Marine Le Pen et à tous ses lieutenants. C'est que Macron sait très bien que s'il peut et s'il veut encore passer, ce n'est que par le renouvellement de la même équation Macron-Marine. Greta Thunberg vient d'être désignée personnalité de l'année par le magazine américain Time. Un petit commentaire concernant... Ah ben c'est le couronnement d'une des plus grandes escroqueries médiatiques du siècle. Ça fait partie de la tactique mondialiste, tout ça.
l'histoire, le réchauffement climatique, etc., et tout ce qu'on cherche à imposer au peuple sous prétexte de protéger la planète, etc., hein, que si on veut protéger la planète, que nos hommes d'État occidentaux cessent de prendre à tout bout de champ l'avion. Puis c'est une manière de soutirer un peu plus d'argent Mais aux oui, États. mais bien, C'est un business. Ce sont des taxes supplémentaires qui s'ajoutent. C'est cousu de fil blanc tout ça. Alors on fait pleurer les gens, ah oui, ah la terre de la terre, ah... Ils ont qu'à commencer. Mon Dieu. Ils ont qu'à combattre déjà les La bêtise délocalisations. humaine est ce qui donne le mieux la notion Les d'infini. délocalisations, des choses qui viennent de l'autre bout du monde. CETA qui a été signé avec le Canada, tous... À propos, j'ai vu dernièrement, enfin il y a peut-être 2 mois, mais je ne sais pas ce que c'est devenu, je n'ai plus jamais entendu parler de ça. Vous savez que Rungis est approvisionné par le train. Enfin, était approvisionné par le train. Or, il fallait faire des travaux de rénovation, je pense, sur la ligne, d'après ce que j'ai compris, ou sur les trains eux-mêmes qui servaient à approvisionner les denrées sur Rungis. Oui. Et j'ai vu, je vous dis, ça doit remonter à 2-3 mois à peu près, on disait que ça coûterait trop cher de faire la rénovation sur du système ferroviaire nécessaire à ces livraisons, qu'on le ferait désormais en camion. Oui. Certains dans nos milieux pensent que Trump est en train de neutraliser l'État profond. Est-ce votre avis? Alors, je pourrais répondre brutalement non, ou je pourrais répondre par une question pour vous faire réfléchir. D'abord, qu'est-ce que l'État profond? Alors c'est un terme qui est approprié aux États-Unis. Tout à fait. Alors, question, l'État profond, c'est quoi? La CIA. Attendez, ça peut être la CIA, ça peut être le complexe militaro-industriel, et ça peut être aussi le lobby juif. Oui. Alors, Les PAC. La première fois qu'on a parlé de ce terme-là, c'était à la mort de Kennedy, je crois. Donc oui, on a parlé c'est très de possible, oui, tout à fait. d'État profond. Donc, alors, est-ce que, bon, admettons que ce soit le lobby militaro-industriel, est-ce que vous trouvez que le comportement de Trump, qui continue à envoyer tout de même, bien qu'il ait dit qu'il se retirait de Syrie, continue à envoyer des troupes là-bas pour sécuriser les puits de pétrole qu'il a volés aux Syriens? Non. Il est toujours dans la même logique militaro-industrielle et, bien entendu, de sécurisation des ressources pétrolières qui ne lui appartiennent pas. Deuxièmement, la CIA. On sait que tous les coups tordus qui sont faits par la CIA. Alors, est-ce que réellement Trump s'y oppose? Je n'ai pas franchement l'impression, puisque tout de même, il y a toutes les histoires du Moyen-Orient, on trouve la CIA et le Mossad. Troisièmement, le lobby juif américain. Trouvez-vous que le comportement de Trump, avalisant tout ce que veut Israël, c'est bloquer les appétits israéliens? Non. Donc, je réponds à la question non. Pour moi, Trump, d'abord, c'est un personnage instable, qui vise ses propres intérêts économiques. Il y a une chose qu'il faut lui reconnaître par contre pour les Américains, c'est qu'il a amélioré considérablement la situation économique américaine. Ça oui, ça je le reconnais, le reste non. Pas tant que ça. Pas tant que ça, parce qu'on retrouve de plus en plus de personnes. Alors oui, pas tant que ça, vous avez raison, parce que la misère aux États-Unis, on n'en parle pas. Ah non. Des gens qui ont Tout à fait. 70 ans, 75 ans, qui sont obligés de travailler parce que la toute petite retraite qu'ils ont, ça ne suffit pas. Au 15 du mois, même pas, ils n'ont plus un rond. Tout à fait, non, tout à fait. Mais encore une fois, c'est comme avec la société que Macron est en train de nous bâtir. Oui. Tout était fait pour les grandes industries. Alors là, ça marche. Effectivement, comment ça marche. L'ultralibéralisme. Oui, l'ultralibéralisme. La société des start-up. On disait start-up aussi. Puis alors, encore une chose, rappelez-vous, je rappelle que je suis tout de même assez souvent au sujet de la politique au départ de Henry Ford Ier, qui avait fait une espèce de retranscription des protocoles des sages de Sion sous le titre de International Jew, le juif international. Bon. Il avait compris justement qu'il était
le but de la juiverie internationale, et notamment aux États-Unis, et il réagissait. Il avait un journal qui s'appelait le Dearborn Independent, jusqu'au jour où le monde juif a dit bon, tu commences à nous déranger un petit peu, et lui ont mis des grèves, des attentats dans ses usines. Sabotage, tout. Il a compris, et il s'est couché. Donc si Trump Ne se couche pas. était un danger pour eux, il l'aurait attaqué depuis longtemps, puisqu'il a tout de même une surface immobilière et autres Ah oui. qui permettrait de le couler en un temps à mouvement. Donc pour moi, Trump est un type qui est tenu, point, et il accepte le jeu. Il n'a pas le choix s'il ose, on appelle se rébeller ou de dire non. Bah, là, il est cuit, il le sait. Donc, Alors nous avons presque terminé cet entretien, et alors que l'on constate un nombre croissant de visionnages de vos vidéos, vos conférences sur les protocoles des sages de Sion a été censurée sur YouTube. En réaction, nous informons les auditeurs qu'elle sera remise en ligne et diffusée sur BitChute et sur Dailymotion. Et toute autre chaîne. Et toute autre chaîne voilà, potentielle. Voulez-vous faire un commentaire à ce sujet ? Bon, alors, je comprends parfaitement que cette vidéo, qui suit d'ailleurs deux autres vidéos précédentes, qui est celle de novembre de l'année dernière qui s'appelait La judaïsation de la France, celle qui a suivi qui s'appelait La stratégie sioniste ou la zémorisation de nos milieux. De la droite. de la droite, oui. Or, la vidéo, la dernière fois que j'ai vu les chiffres de la vidéo des protocoles des sages de Sion, on en était à plus de 260 000 visionnages. Alors, il est évident que ceux que je dénonce, quand ils voient ça, commencent à tout de même s'inquiéter. Parce que ça touche de plus en plus de monde, et ça met en lumière un certain nombre de choses qui cherchent à masquer, à cacher. Donc voilà, donc ce qu'il faut faire, c'est trouver tous les moyens possibles pour contourner les interdictions, les sabotages et autres. Et on ne lâchera pas. Alors là, je vous garantis qu'on ne lâchera pas. Et ça a mis en ligne assez rapidement. Une dernière question, docteur. Est-ce que vous avez des conseils de lecture d'ouvrages qui vous ont particulièrement marqué à nous donner? Oui, certainement pas exhaustif d'ailleurs. Je dirais, alors, pas dans l'ordre chronologique peut-être, mais je dirais que comme mon père, c'est l'œuvre de Drummond, notamment La France juive de la fin d'un monde. Ça, il faut avoir le livre. Et il faut le trouver dans l'édition ancienne. Je voulais en venir là, ce qui est quasiment introuvable, le peu d'exemplaires que j'ai trouvés sont à des prix exorbitants. Ouais. Il y a une réédition des Oui, par à Saint-Rémy. égalité et réconciliation. Oui, et aussi les éditions Saint-Rémy. Alors, Saint-Rémy, oui, de Saglio. ce ER, sauf si je me trompe, et la Lécra l'a fait interdire. Me semble-t-il. C'est possible, oui, ça a dû Aussi- faire... Alors oui, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que ça a dû faire partie de cette charpie de livres édités par Égalité et Réconciliation, ça remonte à quelques années déjà. Oui, ça remonte. Et d'ailleurs, j'avais fait un communiqué qui avait été publié dans les orales dans lequel je prenais la défense de Égalité et Réconciliation. Petit rappel en passant. Donc, Drummond, fondamental. Ensuite, bien entendu, Baruel. Son livre, Mémoire pour le... Alors, Oui, donc... Mémoire pour servir à l'histoire du jacobinisme. Exactement, De le livre de Baruel, Ouais. c'est fondamental parce que c'est comme ça qu'on commence à avoir un aperçu de ce qui est en train de préparer la maçonnerie. Fondamental. Ensuite, incontestablement l'œuvre de Maurras, bien que j'ai tout de même, vous le savez, un certain nombre de réserves par rapport à lui, notamment son truc absolument inimaginable de compromis nationaliste, dans laquelle il plaide la thèse qu'il faut s'allier à Clémenceau dans la guerre de 14, etc., etc., etc. Tout ça à cause de son anti-germanisme, je dirais presque maladif. Bon, mais ceci dit, sa critique de la démocratie incontestablement est utile. Sur un autre plan, vous me parliez aussi souvent d'Alexis Carrel. Alors oui, ça c'est un autre, oui, vous faites bien de dire sur un autre plan. Alors, bien entendu, les ouvrages de mon père.
ça c'est Le évident. secret Mon des père, francs-maçons, son livre Les doctrines du nationalisme, qu'il va falloir qu'on Ah oui, c'est réédite. super. qui se trouve aussi avec les gens. L'Église occupée, qui est réédité, qui est toujours disponible, et puis il y en a d'autres certainement qui suivront. Donc les ouvrages de mon père sont aussi fondamentaux. Le manifeste nationaliste. Le manifeste nationaliste aussi. Oui, oui, tout à fait. Mais Ou toute la doctrine. les jeunes ont droit à la vérité, et bon, des choses comme ça. Bon, et puis un auteur aussi qui malheureusement n'est plus très connu aujourd'hui, c'est Paul Bourget. Paul Bourget qui, comme alors Balzac d'abord, Balzac bien entendu, qui a lui aussi a tout compris. Et je ne me rappelle plus sa phrase exacte quand il disait « J'écris à la lumière de la religion et de la monarchie ». Je crois que c'était ça sa phrase. Donc, bon. Et qui a été vraiment un observateur précis, méticuleux de la société, de tous ses travers et des glissements qui commençaient à se produire. Et Paul Bourget, c'est un petit peu la même chose, mais décalé dans le temps, un peu plus tard. Paul Bourget a lui aussi très très bien compris au départ de son analyse de la société de son époque, il a su en tirer les leçons politiques. Il y a de très très belles pages de lui sur le plan du nationalisme, justement, et mon frère cite largement dans son livre Les doctrines du nationalisme. Vous faites allusion très justement à Alexis Carrel, parce qu'il y a un livre qui est fondamental à connaître, qui est non pas L'homme c'est inconnu, qui est plutôt médical, mais Réflexion sur la conduite de la vie. Ça, c'est un livre vraiment important. Un peu plus... C'est philosophique. C'est philosophique. Il y a ça. Et puis alors, il y a un livre qui m'a marqué. C'est le livre d'un ancien ami de mon père qui a suivi le même parcours que lui. Ils étaient tous les deux, comme Henri Cosson d'ailleurs, à l'Action française. Et puis à partir d'une certaine époque, ils ont trouvé que l'Action française c'était tout de même très bourgeois et qu'il n'y avait pas l'aspect social qu'eux, en tant que nationalistes, ambitionnaient. Et c'est comme ça qu'ils sont partis au Parti populaire français de Jacques Doriot. Bon, donc pas décrire ce qu'était le Parti populaire français, peut-être une autre occasion. Donc, ce livre, ça s'appelle Le Soleil des morts. Et il y a 2 volets dedans. Il y a 2 volets. Il y a le volet La mort traité sur le plan de la tauromachie, la vision de la mort, du sacrifice en fonction d'un idéal que l'on a. Et l'autre, sur le plan politique, le sacrifice en fonction de l'idéal politique que l'on a. Et en fait, ça fait allusion à José Antonio Primo de Rivera. C'est un livre, c'est prenant, je ne sais pas si on le trouve encore. Alors l'auteur, l'auteur c'était un pseudonyme, c'était Saint-Paulien, et c'était le nom de plume justement de cet ami de mon père qui s'appelait Maurice Yvan Sicard. Je pense que quand Jérôme Bourbon, puisqu'il m'a posé la question à l'instant, si on avait enregistré l'entretien, je pense que le nom lui dira quelque chose, parce que c'est un fin connaisseur de cette époque-là, et un homme très cultivé en même temps. Voilà, terminé ? Terminé, merci Eh bien, monsieur merci à vous. Merci, docteur. Bon, on a eu tous les problèmes du monde aujourd'hui du fait des événements en France. La suite au mois prochain.